En tant qu'adhérent à l'un des 18 syndicats membres de la FIM, votre entreprise fait partie de cette grande industrie qu'on appelle la mécanique. Premier employeur industriel national, la mécanique réalise un chiffre d'affaires de 146,9 milliards d'euros, dont près de la moitié à l'export direct. Les industries mécaniques conçoivent et commercialisent des solutions technologiques innovantes et durables pour tous les secteurs de l'économie. Les défis à relever sont nombreux pour les entreprises industrielles, et la FIM a pour mission de les accompagner dans le développement de leur activité et de leur compétitivité. Dans un environnement saturé d'informations et d'acteurs, la FIM leur apporte les informations utiles et fiables, indicateurs économiques et statistiques, réglementations nationales et internationales, politique commerciale à l'international. Elle les accompagne sur le plan juridique et fiscal, agit pour assurer un environnement favorable aux entreprises. Elle valorise l'image des industries mécaniques et de leur métier. Elle contribue à élargir leur vision au travers d'actions prospectives, met en contact les industriels. Elle les aide à se transformer et se moderniser. La FIM évolue dans un écosystème complet avec des structures qu'elle a créées, le CETIM, Sofitech ou encore l'UNM. La FIM, le CETIM, l'UNM, rejoints par Sofitech, ont annoncé début 2023 qu'elles s'unissaient pour créer Mécalliance, une bannière commune pour augmenter la portée de leurs actions en représentant les industriels à tous les niveaux. La FIM est membre du MEDEF, de France Industrie et de l'UIMM. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce webinaire organisé par la Fédération des industries mécaniques. Le webinaire de ce matin sera dédié à la prospective et plus particulièrement aux signaux faibles collectés autour de l'économie circulaire. Donc je me présente, je m'appelle Raphaël Sanchez, je suis chef de projet à Prospective Industrie. Prospective Industrie est un programme de prospective de la Fédération des industries mécaniques dédié à l'identification, la collecte et l'analyse de tendances et de signaux faibles, c'est-à-dire des signaux annonciateurs de changement dans l'environnement des entreprises. Donc ce matin, je vais vous faire une présentation des derniers signaux que nous avons collectés et qui émanent des échanges entre industriels, qu'ils soient interviewés dans le cadre des rencontres prospectives ou lors des échanges des rencontres entre dirigeants que nous organisons, les rencontres prospectives. Donc tout d'abord, je vais faire un rappel rapide du contexte, des enjeux liés à l'économie circulaire et principalement les nouveaux enjeux, les nouvelles actions qu'ils viennent de la part des fabricants comme des consommateurs ou même dans les questions de recrutement et d'attractivité des métiers. Donc ce webinaire ce matin sera divisé en plusieurs parties. Dans un premier temps, on va voir quelques signaux des tendances de fond qui expriment en quoi l'économie circulaire est devenue une tendance de fond et s'inscrit dans l'industrie mécanique française. Deuxièmement, un point plutôt sur les signaux autour des opportunités et des nouveaux modèles d'affaires actuels par rapport à l'économie circulaire. Et enfin, quelques limites et paradoxes de cette économie circulaire qui ont été identifiés et qui, en particulier par les dirigeants ou par les personnes sur le terrain par rapport à ces limites-là. Un temps d'échange, de questions et de réponses sera prévu à la fin de cette présentation. Donc c'est une présentation qui durera une grosse vingtaine de minutes et on aura ce temps d'échange à la fin. Alors vous pouvez dès à présent poser vos questions dans le chat du webinaire et nous y répondrons à la fin. Nous n'aurons peut-être pas le temps de répondre à toutes les questions, mais sachez qu'on peut revenir aussi par mail vers vous pour avoir plus d'informations si vous cherchez à approfondir quelques sujets que nous vous présenterons ce matin. Donc tout d'abord, quand on parle d'économie circulaire, il faut savoir qu'on parle principalement de 3 domaines d'action répartis sur 7 piliers, avec dans un premier temps plutôt l'offre des acteurs économiques, qui est plutôt les questions de fabrication et de production dans les entreprises, donc plutôt tout ce qui va être approvisionnement durable, éco-conception, l'écologie industrielle et éditoriale, et l'économie de la fonctionnalité, comme je vous parlais tout à l'heure, sur les nouveaux modèles d'affaires qui se mettent en place dans l'industrie. Il y a une deuxième partie qui est plutôt la demande et les comportements des clients, des consommateurs, mais aussi, on va le voir, dans les recrutements, dans les demandes des salariés, qui va peser un poids assez important dans les tendances de fond autour de l'économie circulaire. Et enfin, une dernière partie qui est nommée plutôt gestion des déchets. Nous, on va préférer le terme de gestion des cycles de vie avec des questions
Pas uniquement de recyclage, mais aussi de reconditionnement, de réemploi, de réutilisation. On abordera tout ça. Donc ce matin, je vais vous présenter plutôt les nouveaux signaux faibles, donc les signaux annonciateurs de changement qui ont été identifiés par les industriels et lors des rencontres prospectives sur les nouvelles pratiques des producteurs, des nouveaux comportements des consommateurs, mais aussi des salariés, répondre à certaines problématiques, comment ils répondent à certaines problématiques sur les extractions des matières premières et sur la supply chain, et enfin plutôt des paradoxes et des limites, voilà, sur la gestion de la fin de vie. Comme quoi le recyclage, les limites du recyclage et la gestion des déchets. Donc tout d'abord, pour commencer, quelques tendances qui expliquent que l'économie circulaire est vraiment devenue une tendance de fond et s'inscrit vraiment dans l'industrie, avec plutôt ici des signaux qui proviennent justement du terrain, qui nous expliquent que on aperçoit une sensibilité à la réparabilité qui va augmenter dans les prochaines années, où effectivement les produits les plus réparables seront les plus plébiscités par les consommateurs, mais aussi par les clients, que ce soit en B2C ou en B2B. Effectivement, on voit que la question d'allongement du cycle de vie, de durabilité s'inscrit vraiment dans les demandes de clients et va devoir être répondue dans le futur par les fournisseurs et par les fabricants. Aujourd'hui, on voit également que l'empreinte matière d'un produit est un indicateur qui commence à émerger et qui commence à être de plus en plus regardé par les clients, à l'instar de l'empreinte carbone d'un produit. On sait aujourd'hui que l'empreinte carbone, le bilan carbone d'un produit est quelque chose qui est demandé de plus en plus systématiquement par les donneurs d'ordre, les grands comptes, de par leurs obligations de communication sur leur scope 1, 2 et 3, qui correspond le troisième par rapport au bilan carbone des fournisseurs et des pièces et des sous-ensembles qui composent leurs produits. Donc on va voir que cet indicateur va être de plus en plus important dans les prochaines années. Donc ça, c'est plutôt du côté consommateur, côté clientèle. Mais lorsqu'on interroge les industriels sur les questions de consommation, on voit que ça s'intègre aussi dans les questions d'attractivité et dans les questions de recrutement dans les entreprises où l'économie circulaire devient un atout justement pour cette attractivité, notamment pour le recrutement des nouvelles générations. Il y a ainsi des nouvelles demandes qui sont qui proviennent du terrain, plutôt des RH ou des experts en ressources humaines et en attractivité, qui nous expliquent qu'effectivement le développement durable, le développement de l'économie circulaire est quelque chose qui est de plus en plus regardé par les candidats et notamment par la nouvelle génération dans les attraits de nouvelles entreprises. On voit aussi que ce sont, notamment dans les programmes de formation, les écoles d'ingénieurs, il y a quelques années, il y avait quelques cursus sur l'économie circulaire. Aujourd'hui, si on regarde de plus en détail les programmes, l'économie circulaire est une matière quasiment enseignée dans la majorité de ces écoles d'ingénieurs, et les personnes que vous allez embaucher dans les prochaines années, les prochains ingénieurs, seront sensibilisés à cette question-là, et donc la prise en compte de cette économie circulaire dans les recrutements va devenir de plus en plus important également. Donc on l'a vu du côté clientèle, du côté plutôt salarié, mais on voit aussi que la loi et qu'il y a des évolutions réglementaires et normatives qui poussent cette économie circulaire. Sans rentrer dans le détail, on l'a vu avec la loi AGEC, avec la création de fonds de réemploi, de fonds de réparation, également des nouvelles réglementations sur la disponibilité de pièces détachées pour allonger la durée de vie et faciliter la réparabilité des équipements, avec notamment l'obligation de proposer des pièces issues de l'économie circulaire. Enfin, un dernier point qui semble important de présenter ce matin, qui va sûrement impacter les entreprises dans les prochaines années, c'est le projet européen de création d'un passeport numérique des produits, qui a l'ambition, à l'horizon 2026, de rendre obligatoire, l'obligation de rendre disponible toutes les informations relatives au produit et à sa supply chain, que ce soit en matière de durabilité, de réparabilité, d'empreinte carbone, de teneur en matériaux recyclés, mais également en matière entravant la circularité. Donc on va voir que cette réglementation va pousser l'économie circulaire dans les prochaines années de manière assez importante.
Enfin, un dernier signal qui est plus finalement conjoncturel et qui semble important à noter, et beaucoup d'industriels nous ont poussé aussi cet élément-là, c'est que lorsqu'il y a des tensions sur l'énergie, le recyclage et le traitement des déchets prend de la valeur. Dans notre réseau, on a des industriels spécialisés dans la création de machines et de solutions pour la création de centres de tri de CSR, de combustibles solides de récupération. Et ces industriels notent un intérêt grandissant pour l'établissement de centres de tri de CSR en interne dans les entreprises industrielles. Donc on voit déjà cet intérêt qui se marque notamment pour la récupération de combustibles solides de récupération, mais également avec un impact aussi intéressant sur les prix de collecte des déchets, où on a pu voir que lors des pics et des prix de l'énergie durant l'hiver dernier, des prix de collecte ont pu passer dans le négatif, ce qui est un signal relativement important lorsqu'on parle de recyclage. Et enfin, si on va même encore un petit peu plus loin, on s'aperçoit qu'il y a des concentrations dans le marché des opérateurs et des traitements des déchets, avec des regroupements entre les opérateurs de tri et de collecte, des rachats successifs entre ces mêmes opérateurs, et également une spéculation qui est ressentie sur ce marché, notamment avec l'arrivée de nombreux fonds d'investissement qui se positionnent pour des rachats des opérateurs de tri et de collecte, avec effectivement des entreprises qui nous expliquent que lorsque l'énergie devient chère, les prix des matières secondaires vont devenir naturellement moins chers que les matières neuves au fur et à mesure que l'énergie deviendra chère. Donc ça, c'est plutôt des tendances de fond liées à la conjoncture ou liées au développement de ces tendances dans la société. On va voir aussi dans le réseau Prospective Industrie, il y a de nombreuses entreprises qui se développent et qui trouvent des leviers de croissance via des nouveaux modèles d'affaires tournés par rapport à l'économie circulaire. Donc l'économie circulaire, concrètement, ça implique des fortes transformations dans les chaînes de valeur. Alors certes, le schéma est peut-être un petit peu petit, mais vous aurez les supports qui seront téléchargeables sur le site de la FIM dès demain, donc vous pourrez voir plus en détail ces schémas, on ne va pas forcément s'attarder dessus. Mais on voit déjà que d'un passage d'une supply chain linéaire à une supply chain circulaire crée naturellement de nouvelles activités et de développement de nouveaux marchés, notamment sur les questions de réparation, de maintenance, de désassemblage. On va en parler un exemple juste après, mais également la création de nouvelles filières de collecte, de tri et de valorisation des déchets. Mais cela n'a pas forcément un impact uniquement sur les nouvelles activités, mais un impact directement les entreprises, avec forcément des changements dans le développement, dans les process des services achats, notamment sur les achats responsables, sur l'approvisionnement en matières recyclées, comme on l'a pu voir par exemple avec le passeport, avec les prochaines réglementations. Il y aura l'obligation d'inclure des pièces de rechange issues de l'économie circulaire. Il va forcément revoir aussi les réseaux d'achat. Et qui aura aussi également un impact sur les bureaux d'études, notamment avec l'éco-conception et pour créer by design des produits qui auront une durabilité et un cycle de vie plus long. Enfin, lorsque l'on interroge les experts sur le changement plutôt en termes de compétences et de métiers, on va pouvoir voir apparaître également dans certaines entreprises des nouveaux métiers, comme par exemple des référents circularité ou des pilotes opérationnels des flux circulaires. Tout ça va entraîner forcément des transformations profondes dans ces chaînes de valeur. Si l'on s'intéresse à une des dernières études qui a été réalisée par le World Economic Forum sur la transition vers l'économie circulaire, ce dernier rapport exprime qu'il y a effectivement une opportunité de croissance mondiale d'environ 4 500 milliards de dollars d'ici 2030. On voit qu'il y a des opportunités et des leviers de croissance très forts sur ces passages du linéaire au circulaire. Donc un exemple assez simple, là c'est l'exemple de l'entreprise GPA 26 qui a utilisé justement cette technologie circulaire pour se diversifier et ouvrir de nouvelles voies de croissance, avec récemment l'installation d'une chaîne de désassemblage automobile et de tri de pièces à valoriser. L'entreprise a développé ses process et ses compétences sur ce désassemblage et est capable dorénavant de recycler quasiment 100% d'une voiture, et en quelques années, elle est devenue leader
un des principaux vendeurs de pièces détachées auprès du grand public comme des professionnels de l'occasion. Donc on voit que c'est des possibilités, des nouvelles voies de croissance qui sont possibles grâce à l'économie circulaire. Et dorénavant, on voit également de nouveaux concepts qui émergent, notamment avec la remanufacture. Il y a quelques années, lorsqu'on parlait d'économie circulaire, on pensait beaucoup plus recyclage, mais aujourd'hui, on sait que le recyclage n'est finalement que le plus haut niveau de rétention de valeur, mais uniquement des matières résiduelles. On ne parle pas encore de maintenance, de réparation, de réutilisation, de rénovation, de reconditionnement, voire de remanufacture. La remanufacture, c'est la remise la remise à neuf avec les mêmes caractéristiques mécaniques ou les mêmes caractéristiques de produits que de la première main, que du neuf. Avec une rétention de valeur du produit beaucoup plus complet pour les entreprises, notamment sur la rétention de cette valeur pour les entreprises, avec une opportunité de diversification sur des services d'allongement de durée de vie, et également une menace si le sujet n'est pas pris par l'entreprise. En effet, un dirigeant lors de la dernière rencontre expliquait qu'aujourd'hui, les entreprises qui proposent des services d'accompagnement du cycle de vie vont rogner petit à petit sur les parts de chiffre d'affaires sur les entreprises si ces dernières ne s'occupent pas du sujet. Un exemple assez simple qui est plutôt dans le domaine de l'électronique, mais une entreprise comme Back Market qui peut revendre des iPhones reconditionnés. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui s'est développée fortement dans les 10 dernières années, qui est dorénavant valorisée à plus d'1 milliard de dollars et qui se positionne uniquement sur les questions de reconditionnement. C'est-à-dire que Apple ne s'occupe pas de la fin de vie de ses produits. Back Market le fait et aujourd'hui c'est un levier c'est une entreprise en forte croissance en France et qui est devenue une des entreprises très valorisées à plus d'1 milliard. Donc c'est juste pour donner cet exemple, mais que des systèmes de rétention de valeur du produit complets vont être de plus en plus plébiscités dans l'industrie. Également, plutôt sur les nouveaux modèles d'affaires, on voit que de nombreuses entreprises s'interrogent et tentent de passer à un passage à une économie de la fonctionnalité, ou ce qu'on appelle aussi le product as a service, qui est, elle, une tendance en faveur de l'économie circulaire. Alors le product as a service, c'est un concept justement de vente des services et des résultats qu'un produit peut fournir, plutôt que le produit en lui-même. Un exemple très simple, c'est Michelin qui va vendre pour l'aéronautique un nombre d'atterrissages et de décollages plutôt que vendre des pneus. Également, dans ce même domaine-là, on voit Glencore. Glencore, c'est un des leaders mondiaux des matières premières qui envisagent, eux, de louer finalement le vanadium qu'il vend pour les fabricants de batteries automobiles notamment, afin de conserver la propriété de cet élément qui est d'une manière de scénario prospective attendu à se raréfier dans l'avenir. Donc le product as a service, on voit que c'est déjà une réponse au défi de la raréfaction des ressources, que ça permet aux entreprises de conserver la propriété du produit et qui permet justement à ce fournisseur de conserver les composants stratégiques pour les réintégrer dans les nouveaux produits ensuite. Ce qui suppose forcément l'internalisation de la gestion de fin de vie des équipements, donc des nouvelles activités également au sein de l'entreprise, pour s'inscrire dans une logique de réutilisation, de réduction et de recyclage qui sont aujourd'hui des enjeux très importants pour l'industrie française. Maintenant, nous allons passer à un signal qui est plutôt d'ordre financier, avec des changements dans l'utilisation des crédits carbone. Et on se pose la question, et si la décarbonation finançait l'économie circulaire? Et ça commence déjà à être le cas avec des entreprises industrielles qui commencent à utiliser l'insetting. Alors l'insetting, c'est ce qu'on appelle une compensation carbone intégrée, c'est-à-dire de compenser une empreinte carbone dans sa propre chaîne de valeur, à la différence de l'offsetting qui était plutôt de financer la plantation d'arbres, la plantation de forêts à l'autre bout de la terre. Là, le principe, c'est plutôt que des grandes entreprises, en voulant décarboner, en ayant l'obligation de décarboner notamment son scope 1 en interne et 2, a aussi l'obligation de communiquer sur son scope 3 et va devoir, donc ces émissions-là sont des émissions résiduelles où ils n'ont pas forcément la main dessus, et les crédits carbone qui
qu'ils peuvent financer dans leur trajectoire net zéro peuvent ainsi profiter à leurs sous-traitants, à leurs fournisseurs qui souhaiteraient développer des solutions green tech ou des solutions liées à l'économie circulaire et dont ces entreprises, donc ces sous-traitants, ces fournisseurs qui pourraient bénéficier de ce crédit carbone pour financer leurs propres projets. C'est une sorte d'approche inverse également, c'est que des projets industriels bas carbone permettant aussi la revente de ces crédits carbone. Donc on voit aussi que financièrement, au niveau d'un point de vue financier, il y a des choses qui se passent également sur ces modèles d'économie circulaire. Et enfin, plutôt là, deux exemples avec le numérique vecteur et facteur de développement de l'économie circulaire sur de nombreux domaines, notamment ces deux entreprises, c'est Ecosper, par exemple, c'est une marketplace qui est digitale, qui s'est développée ces dernières années pour éviter justement l'obsolescence des machines et qui permettre d'être une place d'achat pour acheter et vendre des pièces de rechange électriques, des contrôles commandes, l'automatisme, pour limiter le gaspillage des composants immobiliers en fin de commercialisation ou même obsolètes, pour permettre aux entreprises justement d'échanger leurs composants et d'allonger la durée de vie de leurs équipements. Un autre exemple, c'est l'exemple de l'économie de la fonctionnalité avec Daimler-Bus qui dorénavant numérise et propose des licences d'impression de pièces de rechange. C'est-à-dire que aujourd'hui, Daimler-Bus ne propose plus la pièce de rechange, mais simplement le plan et la licence d'impression. Du coup, ils ont eux en entrepôt numérique des plans de ces pièces-là, et le client qui cherche à avoir sa pièce de rechange va s'adresser à un revendeur ou à une entreprise du réseau qui aura la possibilité d'imprimer ces pièces de rechange en 3D. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'au-delà de ce passage à l'économie de la fonctionnalité, ce service-là a été créé fin 2022. Il proposait alors à peu près 150 pièces possibles en téléchargement d'impression, de licence d'impression. Aujourd'hui, sur leur site, ils annoncent une disponibilité d'environ 40 000 pièces de rechange. Donc on voit que ça va très très vite et que dans les prochaines années, les pièces de rechange et la question de réparabilité et l'accessibilité justement aux pièces pour la maintenance sera aussi favorisée par ces questions d'impression 3D et notamment permis par l'économie de la fonctionnalité. Donc ça, c'était pour la partie plutôt signaux sur les changements de modèle d'affaires et sur les nouvelles opportunités que propose l'économie circulaire. Là, maintenant, nous allons plutôt faire une synthèse des limites et des paradoxes de l'économie circulaire qui ont été remontés par ressenti par les industriels du réseau Prospective. Tout d'abord, un des premiers problèmes exprimés par les dirigeants lorsqu'on parle d'économie circulaire sont les problèmes d'obsolescence des matériels électroniques et des logiciels. En effet, on constate une durée de vie différente entre les composants électriques et électroniques et celle des machines. Ce problème d'obsolescence est augmenté également par la digitalisation et les mises à jour de logiciels qui rendent ainsi difficile la réparabilité et la réutilisation de certains composants dans les machines pour permettre un allongement de cette durée de vie. Également, on retrouve aussi des pièces de rechange introuvables liées à la rationalisation des fournisseurs, avec plusieurs entreprises qui nous expliquent qu'il y a une tendance à la rationalisation qui devient un facteur de risque fort aujourd'hui dans l'industrie, notamment à cause des innovations et des nouveaux développements technologiques. Un contexte économique tendu et inflationnel qui rendent certains projets insuffisamment rentables et qui, pour le coup, entraînent certaines entreprises à faire des choix dans certaines productions et d'arrêter des productions d'équipements ou de composants. Enfin, des difficultés d'approvisionnement également et de l'indisponibilité des compétences. Ce qui peut avoir des conséquences assez fortes sur les entreprises, comme les arrêts d'approvisionnement, l'arrêt de production de certains produits, une baisse des charges qui peut être non anticipée, des stocks importants, et des impacts sur les prix, les délais et les équilibres du marché.
On voit aussi que le contexte conjoncturel peut mettre à mal l'économie circulaire. Donc on parlait de pénurie de pièces détachées juste avant. Là, on va voir l'exemple de l'aéronautique avec un contexte conjoncturel qui rend aujourd'hui, il y a une pénurie de pièces détachées dans le domaine de l'aéronautique qui est lié tout premièrement à la crise Covid où l'aviation a été à l'arrêt avec une réduction aussi des productions des pièces détachées par les entreprises touchées par la pandémie. Puis il y a une reprise de l'aviation qui a été beaucoup plus forte et beaucoup plus rapide que prévu avec ce qui a entraîné des forts besoins de maintenance pour faire redécoller tout le trafic. Ce qui a naturellement entraîné des fortes demandes de pièces détachées, une réduction des stocks et de pièces de rechange. Et ainsi, c'était aussi augmenté par des difficultés de réponse à la demande, plus une envolée des coûts de l'énergie et des matières premières, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins il y a quasiment plus il y a une pénurie de pièces détachées pour l'aéronautique avec moins d'avions disponibles, des retards de production qui sont visibles dès aujourd'hui chez Airbus, chez Boeing et des retards de livraison d'appareils. Donc toute la chaîne de valeur est assez bousculée par ce côté, par cette conjoncture avec pour in fine des impacts assez forts sur la réduction des plans de vol des compagnies aériennes plus des augmentations des prix de billets. Lorsqu'on s'intéresse à ce sujet-là, c'était le PDG de Lufthansa qui expliquait qu'en 30 ans de carrière dans le transport aérien, il n'avait jamais vu une situation pareille. Et Willie Walsh, le directeur général de la IATA, IATA c'est l'Association internationale du transport aérien, qui expliquait ne voir aucune amélioration réelle ou significative avant 2025 au plus tôt. Et cette situation pourrait même aller au-delà selon lui. Donc ça, c'est plutôt des signes prospectifs sur cette conjoncture et cette pénurie de pièces détachées qui, finalement, sont juste un élément par rapport à l'aéronautique, mais qui peut avoir un impact beaucoup plus fort sur l'ensemble de l'industrie et sur l'ensemble des transitions vers l'économie circulaire. Enfin, un dernier exemple qui vient plutôt de la presse et très récent, c'est des entreprises qui font marche arrière sur le recyclage. Et là, c'est l'exemple de Lego qui, en 2021, avait lancé un plan d'investissement de 400 millions de dollars pour faire sa transition vers une économie plus circulaire avec des projets de prototypes de briques Lego fabriquées en plastique recyclé. C'était maintenant il y a un peu moins d'un mois, l'entreprise Lego a décidé de laisser tomber définitivement la piste de plastique recyclé. Et l'argument mis en avant, c'est cette contradiction également avec le bilan carbone des produits. En effet, Tim Brooks, le vice-président de la responsabilité environnementale chez Lego, explique que l'utilisation d'un PET recyclé, si on calcule sur l'ensemble du cycle de vie des produits, aurait entraîné des émissions de carbone plus importantes au cours de la durée de vie du produit. Donc on voit aussi s'installer des paradoxes entre la question d'empreinte matière, empreinte carbone, et remettre en question des actions de l'économie circulaire, et notamment ici du recyclage. Donc pour conclure, on va voir qu'on a vu qui pour la transition vers un modèle plus circulaire, il y avait la nécessité de transition des modèles économiques et une mise en place de boucles de circularité sur l'ensemble de la chaîne de valeur et du cycle de vie, avec des actions à mettre dès aujourd'hui en œuvre, se baser sur des ressources locales, renouvelables ou déjà extraites, allonger la durée de vie des produits avec l'éco-conception, la maintenance prédictive et la réparation, basculer vers l'économie de la fonctionnalité et d'usage plutôt que la vente du produit, pour engager le constructeur sur la durabilité de son produit, mais également pour conserver les matières, et notamment les matières premières stratégiques par rapport à leurs propriétés, de réemployer les produits sur des nouveaux marchés, donc plutôt sur les questions de diversification d'usage, de régénérer des composants et des matériaux après la fin de vie du produit pour les réinjecter dans les boucles, et de réduire les externalités négatives sur l'ensemble du cycle de produits. Tout ça est faisable sur des questions d'approvisionnement durable, d'éco-conception, d'écologie industrielle et territoriale, d'allongement de la durée de vie et de recyclage. Voilà, c'en est terminé pour cette présentation. Donc maintenant, nous allons prendre un temps d'échange et je vais pouvoir répondre aux questions que vous avez posées ou que vous pouvez dorénavant poser dans le chat
du webinaire.